bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Édouard Fontenelle, le fondateur de Lineberty, et merci au Paris Air Forum de nous avoir invités. Alors, les files d'attente, malgré tous les efforts, restent l'un des irritants majeurs pour les clients dans les magasins, avec l'attente en caisse, l'attente pour un vendeur, l'attente au SAV. Et bien sûr, dans les aéroports aussi, avec les 4 files d'attente successives, l'attente pour enregistrer ses bagages, pour le contrôle passeport, pour la sécurité et pour embarquer. Lineberty a vocation à transformer de manière radicale l'expérience de tous les lieux dans lesquels on fait la queue, en permettant à votre téléphone de faire la queue à votre place. Alors le principe est très simple. À partir de votre téléphone, ou d'une borne d'ailleurs qui peut être sur le site, vous pouvez choisir le moment où vous souhaitez passer, ou vous pouvez indiquer une contrainte horaire, si vous avez un avion. Et nos algorithmes vont vous envoyer un ticket digital sur votre téléphone qui vous dira à quel moment vous allez passer. Ensuite, vous retrouvez votre liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vous n'attendez pas. Vous pouvez modifier à tout moment votre ticket si vous le souhaitez. Votre temps d'attente va être mis à jour en temps réel sur votre téléphone, donc vous le verrez évoluer. Et au moment où votre tour approche, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone qui dira « Attention, c'est bientôt votre tour » et vous passerez sans attendre. Dans l'aérien, vous pouvez imaginer que demain, vous serez dans votre taxi en train d'arriver à l'aéroport, vous indiquerez votre numéro de vol et on pourra vous garantir que vous ne raterez pas votre avion et que vous serez appelé à chaque étape de votre parcours sans avoir à attendre pour enregistrer, pour la sécurité, pour le contrôle des passeports et pour embarquer. Donc une transformation profonde de l'expérience. La spécificité de Lineberty, c'est que c'est une solution qui est totalement paramétrable avec près de 100 paramètres par file d'attente qui lui permet de s'adapter à tout type de configuration, tout type de lieu et tout type de file d'attente. Dans le grand public, avec des lieux comme les magasins ou comme les aéroports, mais on travaille aussi sur une utilisation dans le monde industriel, avec des flux logistiques par exemple, ou avec la gestion de l'attente de prestataires techniques qui peuvent intervenir pour de la maintenance, et dans lesquels l'attente a un impact financier assez fort, parce que l'attente représente un coût dans la chaîne globale. La solution repose sur une plateforme en mode SaaS, qui est très rapide à installer et qui ne nécessite aucune intégration avec les systèmes d'information du lieu. Donc on est capable de l'installer en quelques semaines dans un lieu pour la tester dans un premier temps. Et elle est accessible depuis tout type d'interface, depuis les interfaces Lineberty. Donc il y a une application Lineberty que vous pouvez télécharger et vous verrez les lieux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Mais elle peut aussi être accessible à partir des interfaces ou des applications tierces du lieu dans lequel on se trouve, ou demain à partir d'interfaces vocales où vous pourrez prendre un ticket ou demander votre passage directement à partir de Google Home ou autre. Alors nous sommes les précurseurs en France sur cette problématique. Notre solution est aujourd'hui exploitée par différents types de comptes. Elle est exploitée chez Air France, elle est exploitée pas mal dans la distribution, chez Leroy Merlin, chez Monoprix, chez Intermarché, depuis 15 jours chez Disney, où la problématique de l'attente, j'imagine que vous l'avez mis en tête, est critique pour eux dans l'expérience. Et effectivement, on espère continuer ça et à travailler. Et on sera bientôt dans les aéroports. On est en train de discuter avec des aéroports pour le mettre en place dans les aéroports. En termes d'impact, au-delà du côté sécuritaire qui a été mentionné dans la table ronde précédente, où en utilisant une solution telle que Lineberty, finalement, on évite tous les attroupements, puisque les gens ne sont plus là ensemble à attendre. Ils sont en train de se balader, ils sont complètement diffus. Donc au-delà de cet aspect-là, qui n'est pas négligeable, on a un triple bénéfice. D'abord, un bénéfice de satisfaction, qu'on peut mesurer d'ailleurs facilement avec des enquêtes de satisfaction. On a aussi un impact sur le chiffre d'affaires, parce qu'on redonne du temps libre aux gens. Et dans une zone de duty-free, par exemple, c'est aussi vrai dans des magasins, ça permet d'avoir du temps plus utile. Et on a aussi un impact très notable dans le climat et l'esprit ou la manière de travailler des opérateurs du lieu en supprimant tout le stress lié à l'attente. Donc on a un impact sur l'environnement de travail des gens. Dans le monde industriel, on aura plus là un impact sur la productivité, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, sur la productivité et sur la réduction des coûts. Voilà, donc merci de votre attention et j'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'expérimenter ça dans les aéroports. Merci beaucoup. Bien, nous allons attaquer directement notre sujet, qui est particulièrement intéressant, avec 3 intervenants de qualité. Pierre Velay, vous voulez vous présenter ? Alors Pierre Velay, j'ai été pendant de nombreuses années jusqu'au début de cette décennie responsable de la flotte du groupe Air France KLM. Et à ce titre, j'ai pu participer au développement de la quasi-totalité des avions qui sont aujourd'hui livrés ou en développement, y compris tous les avions régionaux. Monsieur Scherer. Bonjour, Christian Scherer, je dirige ATR depuis 1 an et demi. Avant ça, j'ai une carrière d'apparatchik airbusien pendant plus de 30 ans, essentiellement dans le commerce, mais aussi dans la stratégie, en particulier le développement
de la 320 Neo et l'implantation internationale d'Airbus en Chine, mais aux États-Unis également. Monsieur McCormick. Merci. Christian McCormick, financeur d'avions auprès de plusieurs banques, dont la dernière était Natixis. Je suis aujourd'hui directeur général chargé du financement de la flotte internationale de la société CALC, China Aircraft Leasing, qui opère à peu près 350, enfin qui a un carnet de commandes d'à peu près 350 Airbus et Boeing. Donc vous voyez, on a un très bon panel de compétences pour évoquer ce sujet. En ce qui me concerne, je m'appelle Brunion Lancesseur. Je suis rédacteur en chef d'une lettre spécialisée qui s'appelle Aérodéfense News. On va commencer. Pierre Velay va prendre quelques minutes pour nous planter le décor de notre sujet. Et ensuite, nous allons lancer la discussion. Et avec vous, vous pourrez poser des questions tout au long de ce débat ou à la fin. On verra comment ça se passe. Rien n'est figé. Pierre, si vous voulez bien. Alors, je vais refaire un tout petit peu d'historique sur ce sujet pour précisément planter le décor, c'est le terme. Dans le passé, jusqu'à il y a environ une dizaine d'années, on ségréguait les catégories d'avions entre les avions dits régionaux, qui étaient des avions de moins de 100 places, les avions court moyen courrier, qui étaient des avions qui couvraient de 120 à 200 places environ, dits narrow body, et qui avaient la particularité, à l'exception des MD de McDonnell Douglas, d'être tous des avions 6 de front, c'est-à-dire la famille A320 et la famille 737. Et au-delà de ça, on avait, au-delà du 200 pax, les wide body, qui couvraient, eux, des capacités supérieures à 200 places, mais qui avaient surtout une particularité historique qui était que pour aller loin, ils avaient plus de rayons d'action que les avions court moyen courrier, par définition et par affectation, mais surtout, dans le passé, ces avions avaient besoin d'être de plus en plus gros pour aller de plus en plus loin. Alors cette situation de diagonale de la capacité des avions en fonction du rayon d'action, qui était justifiée par le fait que plus un avion allait loin, plus il fallait de carburant, plus il était lourd, plus il fallait de passagers pour maintenir un coût unitaire identique aux avions plus petits. Donc ce principe a été mis en brèche par l'arrivée technologique du fait qu'aujourd'hui, tous les avions long courrier, dits long courrier et dits wide body sont capables, en gros, de voler aux environs de 6000 nautiques. Ce qui veut dire que cette diagonale d'origine est devenue une quasi-verticale qui permet aux compagnies aériennes de développer quelque chose de nouveau en matière de scheduling, qui est le fait de jouer sur les effets fréquences. C'est-à-dire qu'avant, on remplaçait, quand le trafic croissait, on remplaçait un avion moyen par un plus gros, et maintenant, on peut remplacer un plus gros par deux plus petits, et en jouant de l'effet de fréquence pour récupérer les passagers de haute contribution. Mais cette verticalisation de la diagonale a créé un trou entre les 2000 nautiques, où en gros la zone où étaient opérés les avions court moyen courrier. Je rappelle que 92% des avions court moyen courrier volent moins de 1200 nautiques, et puis tous les avions long courrier qui, eux, étaient capables de faire entre 6 et 7000 nautiques, à l'exception de quelques avions en hyper-range qui étaient sur un marché de niche. De l'autre côté, il y avait donc, de l'autre côté des moyens courriers, il y avait les avions dits régionaux. Dans les avions dits régionaux, deux catégories. Les turboprops, qui avaient une implantation historique dans cette zone-là, et qui avaient comme particularité d'avoir des coûts d'exploitation attractifs. Et puis, sont arrivés les jets régionaux. Les jets régionaux sont arrivés relativement vite et relativement massivement, avec des avions à 3 de front et à 4 de front, provenant principalement d'Embraer à l'époque et puis de Canadair, et avec une tentative ultérieure de voir s'il y avait la possibilité, de la part de ces compagnies régionales, de créer des avions à 5 de front. Et dans le cas très intéressant de Bombardier, donc Canadair devenu Bombardier, a voulu développer un avion plus gros que sa série dite DCRJ, qui atteignait les 100 places, mais voulant aller au-dessus. Et donc, il y a une douzaine ou une quinzaine d'années maintenant, ils ont décidé de lancer un avion qui serait dans la catégorie 120-140.
Alors, qui était un avion un peu particulier parce que c'était pas un 5 de front, c'était pas un 6 de front, c'était ce que j'appelais un 5,5. Et finalement, la raison ayant prévalu, cet avion est devenu un 5 de front. Et simultanément, plusieurs constructeurs ont voulu faire la même chose. Et on a vu 2 avions développés par Dornier en 5 de front. On a vu l'avion de Sukhoi, le Superjet, en 5 de front. Donc avec 3 familles d'avions qui avaient toutes la même section en 5 de front. Mais avec une particularité, c'est que le 5 de front, comme le 4, comme le 6 de front, ont des zones où ils sont par construction optimisés sur le plan du coût opérationnel. Les 4 de front sont optimum dans la catégorie 80 à 90 places, le 5 de front dans la catégorie 110, 130, et le 6 de front avec un centre de gravité qui est en gros 160 places. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, c'est que le développement du moyen courrier a provoqué 2 choses. D'abord, la focalisation des compagnies aériennes vers les avions les plus économes dans la famille. Et les avions les plus économes de la famille étaient les avions de la gamme médiane. Mais en même temps, avec une augmentation de la capacité moyenne nécessaire qui a augmenté en gros d'1,5 passager par an. Donc on a vu ce centre de gravité du court moyen courrier se déplacer vers la droite, ce qui explique aujourd'hui le succès des 320, 321 ou des 737, 8, 9, 10. Mais avec un vide qui s'est créé sur la partie gauche de la capacité du court moyen courrier, parce que les avions à 6 de front avaient cette particularité, c'est d'être en coût à l'étape plus économe, mais en coût au siège coûteux. Donc, cet espace, des gens comme Bombardier, Dornier & Co. se sont dit, mais pourquoi ne pas l'occuper? Avec des préoccupations, comment éviter d'affronter de façon brutale les Boeing Airbus, et puis en même temps essayer de l'autre côté de s'échapper de cette célèbre clause qui est la scope clause, qui est une clause syndicale et qui peut fermer certains marchés. Pour conclure, ça veut dire que tous ces mouvements de ces dernières années, en fait, ont créé 2 trous. On crée ce trou entre 100 et 140 et ce trou au-delà du 200 places avec un point d'interrogation sur quelle capacité et quel rayon d'action. Donc ça, c'est un autre débat qu'on appelle aujourd'hui le middle of the market, le new middle size airplane, pour lequel moi j'ai poussé depuis des années pour qu'on ait un avion court moyen courrier à 2 couloirs pour avoir des temps de demi-tour courts. Et de l'autre côté, cet espace vaste pour lequel y a-t-il réellement un besoin pour un 5 de front? Y a-t-il réellement besoin d'un jet dans cette catégorie des 120-140 places? Et cette opportunité, enfin cette situation, ne présente-t-elle pas une opportunité pour les turbopropres, justement de réoccuper cette zone en dessous du 100 places, cette zone qui est critique économiquement quand on exploite du jet régional et qui pourrait être plus confortable en utilisant des avions à turbopropulsion. Maintenant, quand on est dans la gamme 120-140, et c'est le débat aujourd'hui, quid de ces rapprochements avec les grands constructeurs, ce sont des avions qui ont des coûts d'exploitation élevés. Et donc, ce qu'il faut derrière ce constat, c'est voir comment améliorer conceptuellement l'avion sur son plan de la masse, de la traînée et de sa consommation spécifique, les 3 paramètres fondamentaux de l'équation de Breguet, mais en même temps avoir une sorte d'amélioration de la productivité qui, en s'associant aux grands constructeurs, leur permettrait d'améliorer leur supply chain, d'améliorer leur concept et de donner aussi, chose importante, une valeur résiduelle à leur actif. Merci Pierre. Monsieur Scherer, ATR est le leader mondial des turbopropulseurs. Au-delà de vos fonctions chez ATR, vous avez effectivement une longue expérience chez Airbus du marché régional notamment. Comment évolue, selon vous, le marché régional et celui d'ATR? Celui d'ATR est relativement stable, je dois dire. C'est un petit marché, petit à l'échelle de ce que Pierre décrivait sur l'aviation civile générale. C'est un marché de 100, 110 avions par an. Donc il est relativement petit. Il est aujourd'hui duopolistique, puisque nous avons ATR, effectivement, leader avec 2/3 du marché, 75%, c'est à peu près l'asymptote de tolérance d'un duopole, et Bombardier avec le Dash 8 400. Je ne vois pas à ce stade
de nouveaux entrants qui viendraient perturber dans un court à moyen terme cette stabilité. La raison pour cela, c'est que les avions proposés aujourd'hui, en particulier l'ATR, possèdent une signature économique qui, avec la technologie actuelle, est imbattable. Pardon de le dire aussi brutalement, mais je suis fier de le dire. La deuxième raison, qui est plus stratégique, je dirais, c'est ce que Pierre disait. Vous avez juste au-dessus de la gamme des turbopropulseurs pléthore de constructeurs qui se battent comme des chiens dans la boue pour les avions de 90, 100, 110 places. Tu les mentionnais, Pierre, Sukhoi, maintenant Mitsubishi, Bombardier et Embraer, bien entendu. Vous avez Airbus et Boeing qui se sont lancés un petit peu avec des avions raccourcis là-dedans. Bref, personne ne fait de l'argent là-dedans. C'est un bain de sang. Et le marché du coup se détériore. Vous avez des avions d'occasion que vous pouvez louer pour rien du tout. Et donc tous ces constructeurs, eux, n'ont pas les ressources de venir perturber ce que j'appelle un duopole relativement stable. Alors je le dis dans le turbopropulseur. Je le dis avec, je l'espère, pas trop de complaisance ou d'arrogance, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais je pense que le marché du turbopropulseur, relativement petit marché, a des beaux jours devant lui. Nous voyons une croissance d'environ 4,5% par an. Nous créons un large nombre de nouvelles destinations tous les ans. Seulement l'an dernier, pour vous donner un chiffre, la flotte mondiale des ATR, qui est à peu près de 1200 avions, a créé 170 nouvelles routes de par le monde. Bon, la vraie question, pour répondre à votre question spécifique, c'est quelles sont les technologies de rupture qui vont pouvoir mettre un terme à la stabilité de ce duopole. En plus, le pétrole cher vous rend service, parce qu'avec un pétrole à 75-80 $, c'est vraiment une opportunité pour ATR par rapport au jet. J'hésite à répondre trop rapidement oui, parce qu'un pétrole cher, ça n'est bon pour personne dans cette industrie. Cela dit, il est vrai, puisque le turbopropulseur consomme grosso modo la moitié de ce que consomme un jet de taille équivalente, la moitié. Je me permets de dire en passant que entre Airbus et Boeing, on s'entretue pour 3% de différence de consommation. Ici, le turbopropulseur, c'est 50% de bénéfices. Je referme cette parenthèse pour vous montrer comme on est dans un potager un peu protégé. Donc, puisque le pétrole augmente, la valeur relative du turbopropulseur augmente, c'est vrai. Aujourd'hui, on en est à 75, à peu près $1 le baril de Brent. À 80, 85, le turbopropulseur devient imbattable. La seule chose que le turbopropulseur concède au jet, c'est une productivité moindre, puisqu'il va moins vite. Donc il produit moins de passagers kilomètres dans la journée. Mais à 80, 75, 80, 85 $ le baril de pétrole, il est inatteignable, même pour les compagnies les plus efficientes en termes d'utilisation de leurs avions. Donc je le dis avec précaution, le pétrole bon, c'est bon pour personne dans notre industrie, mais en termes relatifs, le turbopropulseur s'en sortira bien mieux avec un pétrole élevé, bien sûr. J'ai une question générale à vous poser à tous les trois. Je me souviens que dans les années 2000, on avait Embraer, Bombardier, ATR, bien installés, et sont arrivés des programmes chinois, russes, japonais. Et je me souviens encore à l'époque, au Salon du Bourget notamment, des couvertures de presse en disant les régionaux attaquent, les parts de marché vont être grignotées. Et aujourd'hui, en 2018, on s'aperçoit de quoi? ATR est toujours dominant, Embraer est toujours dominant dans son segment et discute avec Boeing. Bombardier, le C-Series, on ne peut pas dire que ça soit un succès. Enfin, ça va l'être probablement grâce à Airbus. Ça le deviendra, oui. Ça le deviendra. Oui. Le Superjet 100, Pierre Velay, c'est pas vraiment un succès.
et les avions chinois et japonais, ils sont très en retard. Comment vous expliquez cela, la difficulté de rentrer sur ce marché? D'abord, si on reprend l'histoire des Chinois, les Chinois avec l'RJ-21 ont essayé de cloner, c'était la Chinese copy du DC-9. Hein. Le DC-9 étant un avion qui avait déjà été coproduit en Chine dans le cadre de marchés de compensation historiques qui avaient été passés dans les années 70 ou 80. Donc ça remonte à très loin. Ensuite, ils disposaient en gros de la technologie pour le fuselage. Ils avaient besoin d'une motorisation. Donc, en l'occurrence, ils avaient pris pour motoriser cet avion le même moteur que celui qui équipait les ERJ, qui était une variante du CF-34. Cet avion-là était un avion d'essai, un avion probatoire, c'est-à-dire c'était pour faire un test, voir comment essayer de grignoter ou de capter une partie de la technologie occidentale avant de se relancer dans les opérations beaucoup plus ambitieuses avec le C919. Mais cet avion, dès le début, on savait qu'il n'aurait aucun avenir sur le marché occidental, éventuellement local, il ne l'a même pas eu. Ensuite, du côté des Japonais, quand les Japonais ont voulu se lancer dessus, il y avait Honda aussi qui a voulu le faire. Et donc de dire, mais il y a tout un marché pour du régional, on a la technologie, on a la capacité industrielle pour faire des produits de très haute qualité. Donc ils ont tapé très haut au point de vue qualité. La difficulté, c'est qu'ils n'avaient pas l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? Ce sont toutes les leçons acquises sur des échecs. Et quand vous n'avez pas essuyé d'échecs, faute de ne pas avoir développé de programme, vous n'avez pas cette expérience. Ça paraît assez étrange comme commentaire, mais ce sont les échecs qui conduisent au fait à la sécurité, à la fiabilité, ce que j'appelais tout à l'heure la valeur patrimoniale de l'actif. Bon, c'était du côté du Superjet. Le Superjet, ils ont tapé sur le 5 de front. Ils ont fait un avion qui a des performances aérodynamiques assez bluffantes. Tout le monde l'a reconnu, les qualités de cet appareil. Le point et la critique que je faisais, c'est que ce n'était pas un avion qui pouvait se développer en effet de famille. Il est très optimisé autour du 100 places, mais pas vraiment en plus court parce qu'il a 5 de front, et pas en plus gros non plus parce que le moteur ne suit pas. Donc c'est un avion orphelin dans sa gamme. C'est un avion très optimisé à 100 places, mais pas avant, pas au-dessus. Donc voilà ce qui peut expliquer ou être une réponse partielle à votre question. Monsieur McCormick. Je vais faire plaisir à Christian. Je crois que le principal avantage de l'ATR, c'est qu'il est sorti à un moment où la technologie changeait, où de nouvelles technologies arrivaient, et ils ont fait un excellent avion qui est difficile à battre aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Que l'on soit chinois, japonais, que l'on soit haute technologie japonaise, haute technologie allemande avec le Dornier, qui a été mentionné tout à l'heure, ils n'ont pas pu faire mieux que l'ATR, et encore moins, ATR avait déjà magnifiquement pénétré son marché avec un système de sales support qui est imbattable, répartis dans le monde. Il y a donc une magnifique société en haut de la colline et c'est impossible de la déloger aujourd'hui. En plus, ATR a su faire évoluer ses avions avec les différentes gammes. Ils se sont adaptés il y a longtemps avec les hélices Doughty, etc. Continuent à mettre en place des technologies à l'intérieur de la cabine pour rendre le turboprop de plus en plus confortable, plus fuel efficient avec les motoristes. Donc c'est une technologie qui continue à évoluer, qui était déjà au sommet et difficile à battre. Maintenant, pour ce qui est de Bombardier et d'Embraer, ils ont à la fois du turboprop et du jet. ATR n'a pas souhaité se lancer dans le développement du jet. C'est une décision qui a été sans doute assez sage, parce qu'effectivement, il y avait déjà un très grand combat entre Bombardier et Embraer. Et c'est difficile de dire aujourd'hui qui a vraiment gagné cette bataille sur le petit jet régional. Maintenant, on peut aussi se poser la question, et Christian l'a mentionné tout à l'heure, est-ce qu'un petit jet régional est logique par rapport à l'énorme économie de fuel que l'on réalise en utilisant des turboprops pour cette gamme de produits? Donc voilà ce que j'expliquerai pour ma part. Il va me faire rougir. Il ne faut pas oublier que j'ai travaillé 5 ans chez ATR, donc je suis aussi très... Je vais peut-être paraphraser avec des mots un peu plus brutaux que mes collègues. Et c'est l'ex-stratège d'Airbus qui parle du haut de sa petite expérience.
Quand vous voulez rentrer dans un nouveau marché établi, et nos marchés, les 3 grands secteurs que Pierre décrivait, sont établis, il faut que vous apportiez quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Si vous faites quelque chose qui est juste l'imitation pâle, parce que vous n'en avez pas l'expérience de ce qui existe déjà, les clients vont rester avec la Laguna ou la 306 qu'ils connaissent. Donc, et si vous regardez un petit peu en arrière dans notre industrie, les choses qui ont fait changer l'échiquier, les nouveaux programmes qui ont fait changer l'échiquier sont des nouveaux programmes qui apportent une nouvelle technologie ou une nouvelle signature économique. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est pas sur la ligne d'horizon. Donc le vrai débat, qu'est-ce qui va changer fondamentalement les choses établies, c'est la techno. Quelles pourraient être les ruptures technologiques auxquelles vous faites référence? C'est la consommation des moteurs? Alors, sous le contrôle de mes collègues, oui, les 3 grands chapitres de coûts de l'exploitant de la machine-outil qui est un avion, c'est 1, le pétrole, 2, la main-d'œuvre, et 3, l'argent, le capital. Donc, l'avionneur, lui, se concentre sur ces 3 sujets. Pardon d'être un petit peu candide là, mais la consommation, bien entendu, et plus vous avez un avion économe en consommation, plus vous avez un hedge naturel, hein, une protection naturelle gratuite, si vous voulez, en achetant cet avion, contre les fluctuations du prix du pétrole et contre les charges imposées par le législateur, à juste titre, sur les émissions. Deuxièmement, donc, vous imaginez bien que ça veut dire recherche sur la propulsion. Les thèmes sur lesquels travaillent les grands acteurs aujourd'hui, dont Airbus, qui est mon actionnaire de référence à 50% d'ETR, c'est bien entendu l'électrification de la propulsion, bien entendu. Deuxièmement, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est consommée par les pilotes et les mécanos, essentiellement. Comment est-ce qu'on réduit le coût de la main-d'œuvre? Vous me voyez venir. Comment est-ce qu'on automatise la conduite d'un avion? Les technologies aujourd'hui digitales nous le permettent. Donc, c'est le deuxième grand vecteur de développement de technologie, l'automatisation de la conduite de l'avion, mais aussi de son entretien. Et puis, troisièmement, le prix. Le prix, et donc, ça veut dire le coût, puisque nous sommes des sociétés industrielles, et là aussi, les technologies de production qui sont à l'horizon devraient nous permettre de continuer à faire baisser le prix des avions, le coût et donc le prix des avions. Cela dit, je m'empresse d'ajouter rapidement, avant de me tirer une grande balle dans le pied, ces technologies-là ne sont pas matures aujourd'hui pour qu'un avionneur puisse convaincre ses actionnaires d'investir dans un nouveau programme. Ces technologies n'ont pas un degré de maturité qui nous permet de livrer une différenciation économique au marché. Donc, la ligne d'horizon, elle, je la vois au-delà d'une dizaine d'années. C'est pour ça que je disais que je pense, en tout cas en ce qui concerne ATR, nous avons de beaux jours devant nous. L'automatisation à laquelle vous faites référence, c'est aussi bien la robotisation de la production que... Oui, et je vais me hasarder un peu sur de la glace plus fine. Bon, l'automatisation des avions du cockpit, mais en termes de production, donc d'industrie, c'est la robotisation, bien entendu, c'est le recyclage des matériaux, mais c'est aussi éventuellement l'internationalisation des programmes. Et c'est là où je dis je me mets sur de la glace fine, parce qu'évidemment ça soulève tout un tas de questions d'ordre social et économique, mais c'est une industrie qui se globalise et je pense que ça serait une erreur stratégique que de vouloir rester à l'intérieur des villages gaulois ou brésiliens ou canadiens ou quels qu'ils soient. La part croissante de l'automatisation dans le cockpit pourrait enlever un pilote ? Au moins un. Au moins, oui. Vous savez, le problème principal de l'introduction d'avions régionaux en Chine, c'est la pénurie des pilotes. Un pilote chinois préfère, ou un pilote qui est prêt à travailler en Chine,
préférera travailler sur un moyen courrier ou un long courrier. Et du coup, comme il y a une sévère pénurie de pilotes et qui maintenant s'étend dans le monde, on peut se demander s'il ne vaut pas avoir un pilote pour 200 ou 300 passagers qu'un pilote pour 40 à 70 ou même 100. C'est souvent le même genre de formation. Donc c'est vraiment un problème, ce problème de pilote dans ces avions régionaux. Et la piste de l'automatisation du cockpit est vraiment une piste à poursuivre. C'est un vrai goulot d'étranglement. C'est vrai, Christian a parfaitement raison. Chez ATR, en l'espace d'un an et demi, nous avons investi dans 4 simulateurs de vol qui tournent 24 heures sur 24, qui sont surbookés. Donc il y a une vraie carence en termes de pilotage. Je voudrais juste rajouter, quand on dit tout le monde dans notre industrie veut la peau des pilotes, non, on ne veut pas la peau des pilotes. Il faut accompagner la transformation du métier de pilote, du conducteur, du capitaine du navire, vers un rôle de gestionnaire de l'actif, de gestionnaire de la mission, gestionnaire de l'actif, et c'est dans cette optique-là que nous travaillons. Et vous pensez que les passagers sont prêts à voyager dans un avion piloté par un seul individu? Oui. Au moins, ils ne font pas grève. Ils prennent déjà un train sans pilote pour aller au terminal, donc je pense qu'il ne faut pas se réfugier. Si on se réfugie derrière la crainte psychologique que vous évoquez, on n'avancera pas. Il y a des moyens de la circonvenir et de communiquer et de démontrer la maturité de ces technologies lorsqu'elles seront matures. Pour répondre à la question sur quelles pourraient être les ruptures technologiques, je pense qu'en venant quelques années en arrière, il y avait une idée qui circulait, c'est avec l'open fan ou l'open rotor. C'est-à-dire qu'on puisse voir un avion intermédiaire, qui soit un petit court moyen courrier ou un gros turboprop, et qui appartiennent à cette catégorie. Et puis finalement, la difficulté de développer ce moteur a ralenti toutes les ambitions sur le sujet, et je pense pour quelques années encore. En même temps, alors, un des autres avantages d'ATR en comparaison avec le jet, c'est le problème de la vitesse, parce que la vitesse est souvent mise en avant et on n'utilise pas les mêmes avions à vitesse réduite que les avions à vitesse plus élevée, selon qu'on doit faire du remplissage de hub ou du point à point. Donc il y a tout un débat. Mais pour revenir sur les ruptures technologiques, elles portent sur la finalité, c'est sur l'économie finalement, parce que l'économie va recentrer tout, va recentrer la masse de l'avion. Qui dit masse dit un design, dit des nouveaux matériaux. Sur la propulsion, quel type de propulsion? On va certainement à terme vers quelque chose qui est un mix d'hybride, c'est-à-dire de générateurs de gaz qui entraîneraient des moteurs électriques, qui eux entraîneraient les propulseurs. Donc ce sont toutes ces choses-là. L'un des points importants pour moi dans la définition d'un bon avion, c'est que les constructeurs arrivent à synchroniser les technologies émergentes. Si on a des introductions progressives où on fait du neuf avec du vieux, c'est pas bon. Je pense que pendant des années, on a vécu. Alors, il y a quelques contre-exemples ces temps-ci avec les 737, 350, etc., qui sont des avions en rupture technologique. Mais pendant très longtemps, on a vécu sur des avions dérivés de dérivés de dérivés. Et un avion dérivé, c'est quoi ? Un avion dérivé, c'est un avion sur lequel on fait de la modernisation avec des plus et des moins. C'est-à-dire on est dans une logique de trade-off et c'est le petit écart entre les plus et les moins qui justifie l'injection technologique. Et en fait, on a un avion qui est à la fois de plus en plus mauvais et de mieux en mieux, et uniquement parce qu'il est un petit peu mieux, il crée un nouveau marché. Et je pense que l'un des gros enjeux et une des attentes des airlines sur les avions futurs, c'est qu'on ait des avions qui sont justement en rupture, qu'on revienne avec une efficacité by design dès l'origine qui nous permettent de synchroniser toutes ces technologies. Alors ça, je parle comme un livre parce que c'est très difficile à faire, mais ce sera la prochaine étape et il faudra que les constructeurs, dans justement ces regroupements qui étaient à l'origine du sujet, peuvent aider cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régionaux seuls n'ont absolument pas l'accès à ce niveau-là de recherche et d'industrialisation. Je partage entièrement ce point de vue, Pierre. Ce que je voudrais rajouter, si vous me le permettez, c'est, tu parlais de l'open rotor. L'open rotor, c'était à l'époque 2 hélices contra-rotatives qui produisent effectivement des économies de carburant phénoménales, qui font les beaux jours des héliciers, comme Ratier-Figeac, qui
qui est notre fournisseur d'hélices sur la Terre, filiale du groupe UTC. Bon, l'avantage que je voulais souligner de l'avion turbopropulsé aujourd'hui, c'est dans un paysage aérien comme la France, et je vais vous dire quelque chose de contradictoire avec ce qui semble se passer. C'est non seulement une signature économique bien meilleure que les vieux Embraer 145 ou les CRJ, les petits CRJ qui sont mis en ligne, des émissions réduites de moitié, mais une signature sonore qui est bien meilleure. Et au risque d'en surprendre plus d'un, moi le premier quand j'ai rejoint la Terre, l'empreinte sonore maximale d'un ATR sur un aéroport, c'est 3,5 km². Le jet, c'est 5,5 km². Donc, la population a toujours cette perception du turbopropulseur comme une vieille camionnette diesel à technologie dépassée, etc. Mais ça n'est pas le cas du tout. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis un fan maintenant converti du turbopropulseur. Et je pense qu'on verra plus d'avions à hélice, si vous me permettez l'expression populaire, dans le futur que par le passé, en particulier à travers l'introduction des nouvelles technologies hybrides qui s'y prêtent bien mieux que les fans traditionnels, les jet fans traditionnels. Monsieur McCormick. Non, je rejoins tout à fait cette analyse. Le turboprop a de l'avenir. Le régional a... Moi, je suis financier, donc Pierre, tout à l'heure, lors de l'introduction, faisait une analyse de passagers en fonction du régional, du moyen courrier, du middle of the market, du long courrier, etc. Moi, je ferais plutôt une analyse financière. Les régionaux sont les moins chers et on monte de moins de 20 millions de dollars à plus de 160, 180 millions de dollars pour un avion. Il y a un autre problème qui empoisonne le succès de l'avion régional, c'est le fait qu'il est finalement moins cher que les grands. Et du coup, pour les financer, c'est toujours un autre challenge. On a le problème des pilotes. Transporter 70 passagers pour un pilote contre 130 ou 200 pour le même pilote. Financer un avion, c'est beaucoup de travail. Les banques passent beaucoup de temps et les investisseurs passent beaucoup de temps à préparer la documentation. Alors, préparer une documentation pour un avion qui vaut 20 millions de dollars, c'est plus ou moins le même travail que préparer la documentation pour un avion qui en vaut 40 ou même 180. Et c'est quelque chose qui empoisonne aussi un petit peu la vie et le succès des régionaux parce que les financiers ont plutôt préférence à faire un gros deal pour toucher de meilleures commissions et de meilleures marges que de faire le même travail pour un petit deal. Il faut que je lui vende la terre, là. Oui, il faut absolument. Si vous me permettez juste une toute petite intervention opportuniste. C'est vrai. C'est vrai que l'avion petit, placer l'avion petit, ça prend autant de main-d'œuvre que de placer un grand, ça je le concède. Par contre, ce qui m'a surpris en venant du marché des grands, là, de la bagarre des tranchées Airbus-Boeing, ce qui m'a surpris, c'est que les avions, les turbopropulseurs, pas les petits jets régionaux, ceux-là, alors franchement, si vous investissez là-dedans, je vous souhaite bonne chance. Mais j'en profite, Colin Ball n'est pas là. Mais la performance financière qui se mesure en maintien de la valeur résiduelle au fil des années du turbopropulseur, elle est meilleure que celle des A320 et des 737. Oui, tout à fait. Et donc les facteurs, les lease rate factors, hein, les loyers, la proportion du loyer par rapport au prix d'achat sur les ATR est meilleure que sur les avions les plus populaires. C'est ce que j'appelais le maintien de la valeur patrimoniale. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que
du point de vue de l'investissement, Voilà, le turboprop est un 30. excellent... Il m'en faut au moins 30. Du point de vue de l'investissement, c'est clair, l'investissement en turboprop est une valeur sûre, certainement beaucoup plus sûre. En termes de financement proprement dit, c'est toujours un peu plus difficile de convaincre une banque de faire un ATR par rapport à un A320 ou un white body. Mais les technologies avancent, le financement aéronautique devient de plus en plus standardisé et aujourd'hui on arrive à sortir de la dock assez rapidement et c'est peut-être un peu un phénomène qui va devenir très vite un phénomène du passé, ce souci de financer des avions plus petits. Donc pour résumer, le marché du régional est en croissance et il est dynamique. ATR, le turboprop, c'est un avion d'avenir. Il y a de la place pour un nouvel entrant. Non. Non. Oui, non. Non. Là, il y a de la place pour un nouvel entrant si le nouvel entrant apporte quelque chose. Si c'est juste une pâle imitation, il n'apportera rien et il se retrouvera au bord de la route, dans le fossé, comme Dornier, comme Sukhoi, comme Mitsubishi, comme voilà. Non, je crois que c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que j'aimerais retenir. On me fait des signes. Je crois on a plus de temps. C'est fini? On n'a plus de temps? C'est l'apéro. Même pas 3 minutes? Pierre? Ouais, et une question dans la salle? Oui, il y a une question. Une question. D'accord? Monsieur. Bonjour, Pierre Bonnet, Thales Avionique. Si je me souviens bien, dans les années 2000, les petits jets qu'on parlait tout à l'heure ont pris un gros essor parce que par rapport à des turboprops qui faisaient du bruit, qui étaient peu populaires, il fallait alimenter les hubs. Et il y avait un facteur temps qui était important. Le passager ne voulait pas passer trop de temps dans ce transfert. On a entendu tout à l'heure, dans la réunion précédente, qu'on s'attendait à un doublement du trafic dans les 15 années à venir. Vous nous dites qu'il y a les technologies nécessaires pour faire un nouvel avion turboprop, c'est pas avant 10-15 ans. Il va y avoir une multiplication des liaisons ville à ville sur une distance relativement courte et donc beaucoup plus favorable à turboprop. Comment résoudre cet antagonisme qui fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de vols turboprop et qu'on ne va pas pouvoir lancer de avions? Typiquement des avions qui vont au-delà du 70 places, mais plutôt entre 80 et 95 places. Je suis tenté de dire acheter des ATR. Et qui reste limité à 74 places. 78, si vous êtes prêt à vous serrer un petit peu. Oui, en effet, mais toujours, vous savez, à 72 places, l'ATR, il consomme 2,6 litres de carburant pour 100 km par passager. Vous pouvez essayer d'en trouver sur des avions de 90 places qui ont cette signature-là. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, je lève la main en disant oui, nous avons la solution. Je ne sais pas si je réponds à votre question autrement que par une boutade, mais voilà, c'est ce qui me fait dire que ATR en particulier a des beaux jours devant lui. Je pense qu'il y a plusieurs façons de regarder. Les avions, les jets régionaux avaient effectivement un intérêt pour faire du hub feeding. Quand les hubs se sont beaucoup développés à partir des années 2000, je pense que c'était une des raisons quand Air France a passé tous ses accords avec les régionales, Britair, Co. C'était justement pour faire ça, mais avec la prise en compte qu'il y avait une double économie. Il y a l'économie du hub feeding, qui est une économie extrêmement difficile. Et puis, il y a l'économie du point à point, qui est une économie différente. Le hub feeding, ça veut dire d'aller vers des points qui sont saturés. Donc là, on va aller vers des avions un peu plus gros. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pousse moi, depuis des années, pour qu'on ait un court moyen courrier qui est 2 couloirs, pour avoir des temps de demi-tour considérablement raccourcis, parce que ça aussi, ça contribue. On peut peut-être se payer un peu plus de temps de vol si on a derrière un temps de demi-tour plus rapide et des temps de connexion qui sont en phase avec les systèmes de réservation. Donc c'est un mélange entre la croissance, l'optimisation du traitement au sol des avions, la durée de taxiing,
les temps de demi-tour. Donc il n'y a pas une seule réponse. Je pense qu'il faut prendre en compte. C'est une équation, c'est la définition de l'équation implicite quand les paramètres se tiennent entre eux. Je vous remercie tous les trois.